Bonjour, aujourd'hui nous recevons Alenka Doulin. Bonjour. Alenka, vous êtes la révélation politique de l'année. C'est le titre que vous accorde la Glorieuse. Bah, écoutez, c'est... La mouette. L'opposante la plus audible, donc 31 ans, d'origine slave. Mon prénom est d'origine slave, moi je ne suis pas slave. D'accord. Tête de liste nous sommes, donc cette jeune liste arrive en tête des gauches radicales avec 9,3%. Pour un lancement politique, ça a été un coup de maître. Bah écoutez, on a fait le boulot. Porte une rupture surtout, courageuse, casse les codes, surtout en s'alliant avec le milliardaire dans la dernière ligne droite. Bon, je pense qu'on a cassé les codes tout du long, mais... Vient de la France Insoumise, fâché avec la députée Insoumise. Non, je ne suis pas de la France Insoumise. Non, vous êtes des Verts, mais bon, un peu de la gauche radicale, on va dire. Mais effectivement, on avait le soutien de la France Insoumise et on n'a pas réussi à avoir le soutien d'Europe Écologie Les Verts. C'était Voilà. notre agenda. Opposante de choc, donc je disais tout à l'heure, a compris que la politique, ce n'est ni la gauche ni la droite, un peu comme Mickaël Delafosse aujourd'hui. Parce que Mickaël Delafosse, vous avez remarqué, il fait du macronisme aujourd'hui. Sans doute, ah oui. Je crois à sa manière, il en fait. Nous, en tout cas, c'était plus de dire qu'aujourd'hui, je pense que ce qu'on appelle la gauche à Montpellier, ça ne veut pas dire grand-chose pour les habitants de cette ville. Parce que ce terme est un petit peu dévoyé. Et du coup, nous, ce qu'on a surtout essayé de montrer, c'est qu'aujourd'hui, il fallait changer nos représentants, parce que ceux qui sont là depuis pas mal d'années ne représentent plus qu'eux-mêmes en général. N'a pas voulu partir avec Mickaël Delafosse, entre autres parce que c'est un apparatchik. Alors, c'est pas la raison du tout du fait qu'on n'est pas parti avec le Parti Socialiste. Mais, c'est quoi la raison ? La raison, c'est qu'on voulait pas être les faire-valoir citoyens si on n'avait pas derrière des garde-fous par rapport aux politiques qui allaient être mises en place. Voilà, et un profil donc qui peut redonner de l'intérêt aux gens pour faire de la politique. On l'espère, ouais. C'est l'objectif. Voilà, donc travail dans la transition écologique, énergétique, énergie renouvelable. Tout à fait. Impliqué dans le collectif, l'associatif, sport, yoga, se baigne l'hiver. Vous êtes allé vous baigner cet hiver ? Alors moins, parce qu'on était quand même confinés une partie de l'hiver, et peut-être encore, donc manque d'habitude, mais... Vélo, court une fois par semaine, fait des randonnées, lichen follette, qualité travailleuse, leadership. C'est important le leadership. Oui, c'est important. C'est important. C'est les leaders qui savent représenter les collectifs. Parce que la politique, c'est beaucoup de collectifs. C'est quoi être leader aujourd'hui d'un parti comme nous sommes ? C'est de représenter et de faire avancer les dossiers. C'est comme n'importe quel leader. Après, nous, on a un fonctionnement effectivement particulier, parce qu'on essaye de ne pas reproduire les schémas habituels qu'il y a dans les partis, qui sont souvent coupés de la base, coupés des préoccupations. Défaut, impatiente et solitaire. Impatiente, oui, sûrement, parce que je veux que les choses avancent. Et elles vont pas assez vite. Voilà. Et solitaire ? J'aime bien effectivement avoir des temps calmes. Après, je pense que... C'est pas un défaut d'être solitaire. Non, c'est pas un défaut. En tout cas, je pense qu'en politique, il faut surtout savoir rassembler, fédérer. Je crois que c'est ce qu'on a su faire avec ce qu'on fait avec Nous Sommes aujourd'hui. Voilà, le 918 de la Glorieuse, avec à la une le stade au cœur des divisions. Ensuite, un papier sur le Covid, les bafouillements de l'État au niveau des piqûres. Carole Delga veut lutter à sa façon contre le virus. LREM sous tension et le Covid électoral. Voilà, donc le Covid rentre dans la politique, dans toute l'action politique aujourd'hui. Voilà, et un papier sur un ancien héroltais, Gaston Calmette, qui est un journaliste assassiné. Comme quoi, au début du XXe siècle, on tuait aussi des journalistes. Alenka, donc revenons sur l'alliance avec Moed Altrad. Si c'était à refaire, vous le referiez ? Vous ne changeriez rien ? Je crois que pour comprendre le second tour des municipales, il faut comprendre le premier tour. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois offres qui arrivent à faire plus de 10% et qui sont du coup au second, qualifiées pour le second, c'est trois offres au final assez similaires. Trois offres qui portent un projet libéral pour la ville, toujours le même un peu schéma de développement.
Et nous, notre responsabilité en tant que force politique, c'est de se dire comment on fait pour que toutes les aspirations écologistes, démocratiques, sociales qui avaient été portées notamment par Alice Nous Sommes, ne soient pas totalement absentes pendant 6 ans. C'était notre responsabilité, elle n'était pas facile à porter. Et donc on a fait ce qu'on fait d'habitude avec Nous Sommes, c'est-à-dire qu'on a misé sur le collectif. Donc on s'est rapproché d'autres forces politiques, Clotilde Dollier, Rémi Gaillard. Et on est allé du coup négocier avec 2 des forces qui étaient effectivement au second tour. Sur la base d'un programme évidemment de mesures, pour un programme ambitieux pour la ville, et puis sur la base d'un constat qui était de dire on n'y va pas si derrière on n'a pas les manettes, si on n'est pas dans un partenariat, un vrai partenariat politique. Donc on avait dit on ne sera pas les faire valoir citoyens d'un quelconque candidat. Donc c'est avec ça qu'on allait négocier. Voilà. Donc vous étiez la priorité des priorités des alliances de Mickaël Delafosse. Hein, écoutez, c'est pas l'impression que... Deux jeunes, voilà, il a dû se replier sur les verts. Non, je plaisante. Pensez-vous qu'il ne voulait pas vous réserver sa caution de gauche ? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il a cherché à faire, à vrai dire. Je pense qu'effectivement, il a échoué à rassembler le bloc du commun à Montpellier, parce que c'est pas son ADN, je pense. Il a l'habitude, avec le Parti Socialiste, de faire un peu ce qu'il veut. Et du coup, il sentait bien que de toute façon, avec nous, ça ne fonctionnerait pas comme il fonctionne aujourd'hui avec ses partenaires politiques, le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts. Mais je crois qu'il y a 2 enseignements qui sont intéressants de retenir du second tour. Le premier, c'est que quand même un candidat qui avait seulement fait 16% au premier tour se retrouve avec les pleins pouvoirs pendant 6 ans. Ça, c'est une vraie question institutionnelle, une vraie problématique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la première force d'opposition est représentée par 1 ou 2 personnes dans l'institution, et on doit cravacher pour faire ce travail-là, c'est notre rôle. Je crois que ça faut s'en rappeler. Puis la deuxième leçon, c'est qu'effectivement, on avait raison de penser qu'en partant avec le Parti Socialiste, on échouerait à avoir un vrai rapport de force. On le voit aujourd'hui, les partenaires du maire président ont dû échouer sur plein de dossiers, sur le com, sur le lien, sur le stade, sur le casino, sur la 5G, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Du coup, clairement, je pense qu'il faut retenir que notre intuition, elle était bonne sur ça. Combien de listes de gauche à Montpellier ? Alors, si je fais mes calculs, il y a donc les listes de gauche, Sorel, ils viennent de la gauche, donc il y avait Vignal, il y avait Delafosse, bon, c'est les frères un petit peu, les frères de sang. Ensuite, liste de gauche, 3 listes de gauche écologistes, 2 listes de gauche plutôt à gauche de la gauche. Ça fait beaucoup de listes de gauche, avec des listes de gauche en fait. Effectivement. Il y avait même le candidat, les Républicains étaient pour un moratoire sur l'urbanisation. Non, effectivement, il y a eu beaucoup de listes, et je pense que ça n'a pas forcément mobilisé tant que ça l'électorat, et il y a une vraie problématique aussi sur l'abstention, et c'est la responsabilité aujourd'hui des forces politiques de répondre à cet enjeu. Après, oui, effectivement, ça a été une élection qui a été marquée par nous, ce qu'on appelle la cousinade, c'est-à-dire ces personnes qui sont là depuis des années, qui portent des projets politiques relativement semblables et qui à chaque élection nous refont le coup du renouveau, mais pourtant en gardant les mêmes protagonistes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'indécent à annoncer la construction du nouveau stade quand l'économie est exsangue, les restos sont fermés, les lieux de loisirs sont fermés, cette économie des loisirs est perdue là, et voilà, et on construit un stade alors qu'il y en a déjà un qui fonctionne bien. Quel est votre regard là-dessus ? Moi, je crois que ce qui est surtout indécent, c'est le projet qu'ils mettent sur la table. C'est-à-dire que nous, on est pour un maintien du stade à la Paillade. Il y a déjà un stade. Pourquoi on doit en refaire un autre ? Donc ça nous pose problème. Et sachant qu'au même moment, à Strasbourg, par exemple, la nouvelle majorité écologiste a fait le choix inverse, a annoncé la semaine dernière justement qu'eux, ils partaient sur requalifier le stade de la Méno à Strasbourg, qui est assez similaire à celui de la Paillade, avec un historique d'un club populaire implanté dans un quartier. Et donc nous, on trouve ça extrêmement dommage que la nouvelle majorité ait fait ce choix-là, qui paraît d'ailleurs relativement brouillon, parce que les raisons avancées sont oui, à la Paillade, on peut pas, c'est embouteillé les soirs de match, et on nous met le nouveau stade dans une des zones les plus congestionnées de la ville. On nous dit oui, mais ça va coûter 0 argent public, et on est déjà en train de négocier le coût des nouvelles bretelles d'autoroute que ça va générer. On nous dit qu'il faut rééquilibrer à l'ouest de la métropole, et on est à nouveau en train d'urbaniser le sud-est. Donc tout ça, c'est très, pour nous, brouillon, hein, et
Et qu'est-ce qui fait qu'on sent que c'est brouillon? C'est que monsieur le maire président nous agite le drapeau du chantage à l'emploi, un grand classique. Vous savez, quand vous faites un projet inutile, c'est de dire oui, mais ça va créer des emplois. Je crois qu'aujourd'hui, les Montpelliérains ne sont plus dupes de ce type d'argument. Oui, alors expliquez-moi pourquoi. On va construire un stade à 500 mètres d'un parking immense devant le parc Expo. On va encore créer de l'emprise sur la terre. Voilà. Pourquoi on ne construit pas le stade à côté du parc Expo? Ça nous éviterait de construire un parking. Bah, ça, c'est pas logique, ça? C'est un des nombreux points illogiques. Vous qui êtes écologique, oui, écologiste. Effectivement, c'est un de nombreux points pas du tout logiques dans ce dossier. Mais je crois que le point principal, c'est qu'on a déjà un stade, qu'il est requalifiable. Et surtout, c'est que ces travaux de remodernisation du stade, parce qu'il faut le dire, le stade tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il y a effectivement des embouteillages, le stade il est effectivement pas attractif pour les supporters, c'est pas un lieu de convivialité avec des commerces, des restaurants autour. Et donc il y a ça qu'il aurait fallu penser, et c'est dommage de ne pas le faire à la paillette, parce que justement ça aurait été l'occasion d'en faire la locomotive de la rénovation, de la requalification de ce quartier. Voilà, alors on va parler d'intercommunalité. C'est pas une assemblée de notables, plus de la moitié des élus aujourd'hui étaient avec Philippe Sorel, maintenant ils sont passés avec Michael Delafosse. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de respiration. Non, il n'y a effectivement pas de changement majeur, parce que déjà il y a beaucoup des maires de la métropole, c'est les mêmes que dans les anciennes équipes. Après, moi ce qui me dérange plutôt, c'est que le maire actuel a décidé de cumuler sa fonction de maire avec celui de président de la métropole, et sauf que animer la démocratie métropolitaine, prendre le temps avec l'ensemble de ces maires et les embarquer sur un projet sur les enjeux structurants qui concernent la métropole, c'est les enjeux de souveraineté alimentaire, énergétique, c'est des vrais sujets de long terme. Et je trouve que c'est extrêmement dommage qu'on n'ait pas quelqu'un qui soit dédié à plein temps sur ce travail avec tous ces maires, avec des colorations politiques effectivement différentes. Et je trouve que c'est vraiment une occasion ratée de ne pas avoir changé les codes de comment fonctionne la métropole. Vous êtes une jeune femme, vous êtes là depuis peu à Montpellier, vous avez peu de réseaux, sans liens familiaux, avec peu de liens politiques. Comment faites-vous pour vous en sortir aussi bien? Déjà, je ne savais pas qu'il fallait demander l'autorisation à faire la politique à Montpellier aux anciens. Mais en tout cas, non, on fait moi, je crois que ce qu'on représente, c'est ce besoin de renouveau, l'envie d'avoir des élus qui nous représenteraient, qui seraient différents. Et c'est ce qu'on a porté pendant toute la campagne, ce qu'on continue à porter. C'est-à-dire que chaque poste qui n'est pas laissé aux tenants du bloc libéral et qui est donné à des élus qui vont, eux, avoir comme seule boussole l'intérêt général, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour l'avenir de notre ville. Est-ce que vous êtes allé présenter votre projet comme le font tous les candidats au Cercle Mozart? Non, effectivement, on n'a pas fait ça. Ils vous ont invité? On a participé au débat organisé par le Cercle Mozart. Vous savez, nous, on parle avec tous ceux qui ont envie d'améliorer l'avenir de notre ville, qui ont comme intérêt Montpellier. Et donc, on parle avec tout le monde. C'est juste que nous, on n'est pas en oligarchie, vous savez. Donc, on est surtout là pour représenter tous ceux qui ne sont pas forcément représentés dans l'institution aujourd'hui. On est là pour représenter tous ceux qui se bougent dans les quartiers, dans les assos, dans les syndicats, et qui travaillent d'arrache-pied pour que Montpellier puisse faire face aux défis qui sont les siens, un chômage de masse, des questions d'urbanisation qui ont été complètement pas pris en compte dans le passé et auxquelles maintenant notre territoire se trouve à faire face. Voilà, alors d'une année sur l'autre, à peu près, on change de maire, mais le budget est voté à 95%, c'est la même chose. Voilà, vous auriez aimé qu'on change quoi? Surtout, nous, ce qu'on trouve extrêmement dommage, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de plan de relance sur Montpellier. On a l'impression que l'équipe actuelle n'a pas compris que notre territoire allait faire face à une crise sociale et économique extrêmement importante. C'est le fameux milliard de moins d'Altrad qui devait aller chercher à l'Europe. Effectivement, il y avait un plan de relance qu'on avait posé sur la table qui était articulé autour de 3 choses. Il y avait comment on fait pour que le levier de la commande publique permette de faire face aux enjeux de transition écologique. Donc ça, c'est réhabilitation notamment du bâti communal. On a plus de 300 bâtiments. C'est développer des EHPAD municipaux parce qu'on ne peut pas laisser la santé dans les mains du privé. C'est développer des centres de santé de proximité dans les quartiers. C'est tout ça. C'est aussi des aides aux familles. Aujourd'hui, on a des familles qui vont être extrêmement touchées par la pauvreté. Je pense qu'il faut le rappeler. Et bien sûr qu'aujourd'hui, ça va pour les fonctionnaires, pour les gens qui ont un CDI. Mais il y a toutes les personnes qui aujourd'hui vivotaient grâce à l'intérim, aux petits contrats, qui du coup se trouvent coupés d'une partie de leurs revenus.
Et ensuite, le troisième levier, c'est évidemment de développer les filières d'avenir sur Montpellier. Il faut une stratégie volontariste. Il faut aller chercher notamment les 25 milliards du plan de relance national qui sont fléchés sur les collectivités. Il faut aller les chercher, il faut développer. Il ne faut surtout pas être dans une position attentiste. Il faut une vraie relance keynésienne pour notre ville. Vous aviez une vision citoyenne. On peut parler de vision citoyenne aujourd'hui de la part de l'équipe en place? Non, je crois que c'est pas effectivement le bon terme. Aujourd'hui, sur les aspects démocratie, en tout cas, il n'y a aucune nouveauté qui est annoncée. Alors évidemment, il y a le contexte de Covid qui ne facilite pas les choses, mais on a l'impression d'un fonctionnement vraiment à l'ancienne et d'une déconnexion, d'un manque de prise avec les besoins au quotidien des Montpelliérains et des Montpelliérains. Votre regard sur Alex Larue, la présidente du développement économique, comment traduisez-vous ce signe donné Moi, je le perçois comme un manque justement d'ambition. C'est quand même dommage de nommer une des personnalités des Républicains pour ce poste-là, comme s'il n'y avait personne d'autre à Montpellier qui pouvait porter une autre stratégie de développement économique. Mais je crois qu'au-delà de la nomination d'Alex Larue, c'est quelle a été la feuille de route qui nous a été présentée en Conseil de métropole. Eh bien, une feuille de route, mais avec les mêmes recettes du passé, tourisme d'affaires, enfin vraiment tous les vieux poncifs. Tourisme d'affaires, en ce moment, c'est... Oui, déjà, c'est déconnecté de la crise. Tourisme tout court. Quoi. Oui. Tout à fait. Mais surtout, il n'y avait rien qui nous permettait de penser « Ah oui, on va enfin pouvoir s'attaquer au fait qu'à Montpellier, on a eu des élus qui ont été démissionnaires sur la question de développement économique, de transition écologique. Aujourd'hui, notre ville, elle est à l'avant-garde de pas grand-chose. Et pourtant, elle a un potentiel énorme. Et donc, c'est ça aujourd'hui qu'il faudrait développer. Et effectivement, les signaux sont pas très bons là-dessus. Quel sera votre engagement là, sur les prochaines départementales et régionales? Tous derrière nous sommes, avec le drapeau, et à la conquête. Écoutez, déjà, on attend de savoir quel va être le calendrier de ces élections. Nous, ce qu'on espère, c'est que les scrutins départementaux, régionaux vont être dissociés, si possible. Parce qu'aujourd'hui, sinon, ça va parasiter, ça risque de... C'est souvent les grands appareils nationaux qui vont influencer les élections régionales. Et donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que pour ces élections qui sont très importantes, à la fois les régionales et les départementales, d'ailleurs aussi pour les Montpelliéraines et les Montpelliérains, on aimerait bien que ça soit dissocié pour qu'il puisse y avoir un vrai débat de fond sur ce qu'on porte par rapport à ces échelons. Et donc, pour l'instant, tout est ouvert, on réfléchit et puis on verra le temps que vous voulez. Donc, pour l'instant, rien? Pour l'instant, rien de décidé. Rien de décidé. Vous allez décider quand? Mais écoutez, on va voir, comme je disais, en fonction du calendrier. Et puis aussi... Oui, non, mais le calendrier, c'est acté, là, c'est en juin. En juin, c'est dans 5 mois. Nous, surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'y aller. Si ne me répondez pas politiquement, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas pris la décision, donc je ne vais pas vous... Vous allez prendre quand, la décision? C'est pas encore calé, parce que je crois qu'on ira aussi si on sent que c'est utile. C'est ce qu'on a toujours dit. Nous, on s'est lancé sur Montpellier parce qu'on considère que l'échelon municipal, c'est l'échelon où on peut faire vivre la démocratie. Si on ne fait pas vivre la démocratie à l'échelon local, comment vous voulez la faire vivre à l'échelon national avec 60 millions d'habitants? Donc nous, on pense à un échelon qui est stratégique pour faire vivre la démocratie. Et c'est aussi un échelon qui est pertinent pour... c'est ce qu'on a essayé de faire pour les municipales, c'est rassembler les différentes forces politiques et porter un projet avec les citoyens. Et donc ça, on le fait si c'est nécessaire et si ça a une pertinence pour les gens qu'on veut représenter. La percée électorale là, de Rémi Gaillard au municipal a été préjudiciable à qui? Je pense qu'il y a un peu partout, il a pris sûrement des voix, mais aussi à nous sommes. Je pense qu'effectivement, nous sur le terrain, on l'a bien vu sur les dernières lignes droites de campagne, qu'il y avait beaucoup de jeunes notamment qui ont hésité entre notre offre politique et puis la sienne. Donc je pense qu'un peu tout le monde, aussi le Rassemblement national. Et voilà, après moi je pense, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'au final Rémi Gaillard il représentait aussi une cinquième liste, une cinquième offre écologiste pour le coup dans ces élections. Et donc je pense que c'était intéressant ce qu'il a mené aussi là-dessus. Il soutient Carole Delga au régional, allez-vous le suivre? Moi j'ai pas d'avis sur le sujet. Pas d'avis? Non. Donc vous allez peut-être la soutenir alors? Non, mais moi, ce que je trouve intéressant avec Rémi Gaillard, c'est ce qu'il porte, ce qu'il continue aussi à porter, d'ailleurs, hors de l'institution, parce que nous, il y a ce qu'on porte en conseil. On essaye d'être le courroie de transmission pour aussi dire ce qui s'y passe, que vous savez, la démocratie locale, ça passionne pas toujours les foules. Et je trouve aussi lui, c'est intéressant ce qu'il porte plutôt sur les réseaux sociaux, qui est très complémentaire pour aussi montrer, rendre compte de ce qui se passe dans cette institution. Donc, revol vice-président de Sorel fâché, vice-président de Michael Delafosse contre le stade, il garde ses indemnités. Est-ce que vous comprenez le rejet
cette espèce de caste d'hommes politiques qui trustent les postes et qui restent quand même là, suivant les majorités. Bah écoutez, moi je crois que M. Reu, il a une très belle feuille de route sur l'eau. C'est un enjeu majeur pour notre métropole. Et donc il s'y attelle autant qu'il peut parce qu'il considère qu'il y a urgence à agir. Et ça, je le rejoins. J'espère qu'il a entre guillemets, les mains libres pour pouvoir vraiment faire sa feuille de route parce que les enjeux aujourd'hui sont énormes sur les questions. Et quand on est contre le stade, il faut démissionner, non ? Écoutez, je ne sais pas sur quoi ils se sont mis d'accord. Moi, ce qui me semble important, ce que j'aimerais peut-être effectivement, c'est que l'ensemble des vice-présidents, même s'ils ont leur mandature et leur délégation, et c'est important qu'ils mettent en place tous les projets qu'il faut mettre en place, c'est qu'effectivement, ils gardent une liberté de parole. Et ça, je crois que c'est important. Dernière question avant la question chapeau. Est-ce que vous avez déjà reçu Rémi Gaillard en slip dans votre salon ? Non, je ne l'ai pas reçu en slip, mais ça m'est arrivé de le recevoir dans mon salon. Voilà, on va terminer par la question chapeau si vous voulez bien choisir. Avec plaisir. Alors, les gens voient en vous la future maire de Montpellier si vous vous séparez de l'ultra-gauche. Une réaction. En tout cas, nous, ce qu'on essaye vraiment effectivement de faire comme travail, c'est de surtout représenter au-delà de l'opposition, de représenter l'alternance. On pense qu'aujourd'hui, il faut montrer qu'un autre Montpellier est possible. Et il y a tout un imaginaire à construire. Nous, c'est ce qu'on fait où on est à la fois là pour être le porte-voix des habitants dans l'opposition en tant qu'élu minoritaire, mais aussi de faire des contre-propositions et puis de dessiner un Montpellier qui serait celui du bloc du commun avec des vraies réponses structurantes aux enjeux écologiques, démocratiques et sociaux. Et oui. Nous, ce qu'on a toujours porté, c'est de dire on n'est pas là pour faire plaisir à la gauche historique. On a montré plusieurs fois, je crois qu'on avait eu le courage d'être là parce qu'il y a urgence à agir. On l'a souvent dit, et je le redis, c'est la décennie de la dernière chance. Donc si on n'agit pas maintenant, et si on ne le fait pas nous, mais qui va le faire ? Et donc c'est ce qu'on porte et ce qu'on continue à porter au sein de Nous Sommes. Donc vous êtes en train de vous recentrer ? C'est pas une question de se recentrer, c'est une question de savoir à qui on cherche de représenter. Et je crois qu'il ne faut pas toujours penser selon les vieilles cases historiques et rester dans sa zone de confort. Il faut toujours batailler pour se dire où je vais être le plus utile. Qui je vais aller chercher ? Non, où je vais être le plus utile. De qui a besoin d'avoir aujourd'hui un écho, un porte-voix au sein de l'institution, d'être en prise avec le terrain, d'aller... L'ultra-gauche, ça bloque pas un petit peu ? J'ai pas d'avis sur ce que vous appelez l'ultra-gauche, je ne sais pas quelle en est sa définition. Par contre, moi je pense... La gauche de la gauche, quoi. Je pense en tout cas que ce qu'on peut retenir, c'est que la gauche de la gauche à Montpellier a souvent échoué. Même très souvent, soit elle a été la caution, la caution, donc je pense qu'il faut surtout redonner espoir autour d'un programme, autour de propositions concrètes et faire ce lien et changer les pratiques, parce que c'est ça qu'il faut vraiment faire, je pense. C'est pourquoi nous on dit qu'il faut faire autrement de la politique. C'est pas juste parce que la démocratie c'est gentil ou c'est bien, c'est parce qu'aujourd'hui si on ne change pas ceux qui nous représentent, si on ne change pas les manières dont on va construire un programme, dont on va être avec les habitantes et les habitants, et ben au final on risque d'échouer, on risque de ressembler à ceux qu'on combattait au départ. Donc pour ça c'est notre ADN, et ça je crois qu'on y restera toujours fidèle. Donc votre ADN c'est avec les habitants. Avec les habitants, tout à fait. Voilà, c'est simple. Parce qu'ils savent ce qu'est bon pour eux. Il suffisait de le dire. Exactement. Merci, on va conclure sur ça. Merci à vous.